Jérôme Lavrieux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors 3 ans après vos confessions en direct sur BFM TV au sujet de l'affaire du compte de campagne truqué de Nicolas Sarkozy en 2012. Alors je rappelle, en 2012, vous étiez son directeur de campagne adjoint. Et je rappelle en quelques mots l'affaire dite Big Malion. Pour les téléspectateurs, c'est l'histoire de plus de 20 millions d'euros de dépenses de Nicolas Sarkozy qui ont été dissimulées à l'époque aux autorités de contrôle. Je rappelle que le plafond était à peu près à 22,5 millions et qu'il en a dépensé environ le double. Alors les dépenses cachées étaient de 2 sortes. D'abord, celles liées aux meetings. Vous étiez vous-même chargé du suivi des meetings. On sait que l'entreprise Big Malion que Nicolas Sarkozy a dépensé dans ses meetings confiés à Big Malion beaucoup trop d'argent. Donc l'entreprise a dû fournir aux candidats des factures bidonnées pour son compte de campagne, des factures qui étaient ultra minorées, parfois 1/10 du coût réel des meetings. Et puis c'est donc, puisque le candidat n'a pas payé, c'est donc l'UMP à l'époque qui, de façon illégale, a pris en charge une partie de ce qu'il fallait payer à Big Malion. Donc au prétexte, là encore, de fausses factures pour à peu près 16 millions d'euros, l'UMP a payé pour des conventions fictives qui n'ont jamais existé, beaucoup d'argent. Et puis, au fil de l'instruction, les juges ont découvert d'autres dépenses dissimulées, des dépenses d'impression, de tracts, de t-shirts, les jeunes avec Sarko, etc., qui n'ont jamais été déclarés dans le compte de campagne de Nicolas Sarkozy. Alors cette instruction, elle est aujourd'hui bouclée. Le juge Tournaire a renvoie 13 personnes devant le tribunal correctionnel. Il y a encore des recours qu'il faut purger, mais il devrait bien y avoir un procès Big Malion. Je l'espère un jour. Voilà, vous l'espérez, oui. Vous y serez. En tout cas, Jérôme Lavrieux, puisque vous êtes vous-même renvoyé pour usage de faux. Non, complicité, complicité ou recel. Oui, alors usage de faux, recel d'abus de confiance, complicité d'escroquerie et complicité de financement illégal de campagne. Je ne suis jamais renvoyé comme auteur principal. Usage de faux, quand même. Oui, c'est pas moi qui ai fait les faux. Vous en avez usé. Eh oui. Voilà. Si on vous invite ce soir, c'est parce que vous en savez beaucoup. Vous en savez beaucoup sur les coulisses financières des campagnes électorales, des coulisses peu reluisantes, et puis parce que vous êtes, j'imagine, aujourd'hui un observateur très averti de la campagne qui se déroule sous nos yeux, des meetings, de leurs coûts, etc. La première question que j'ai envie de vous poser sur l'affaire Big Malion, c'est est-ce que c'est, selon vous, au fond, l'affaire d'un cas isolé de dérive individuelle, ou est-ce que cette affaire est le révélateur d'une vaste hypocrisie, le fait que, en réalité, c'est impossible de faire une campagne sous le plafond des dépenses légales à 22 millions. Est-ce que c'est le révélateur d'une législation qui a à peu près 30 ans aujourd'hui et qui serait complètement dépassée? La législation, elle n'est pas dépassée parce qu'elle a 30 ans. Elle a visiblement été dépassée dès l'instant où elle a été promulguée. Je rappelle, et vous êtes bien placé pour le savoir à Mediapart, qu'il y a toujours des enquêtes en cours pour l'élection présidentielle de 1995. L'enquête n'est pas encore purgée. Tout à fait. Monsieur Balladur fait l'objet de poursuites devant la Cour de justice de la République, je ne crois pas me tromper. Il y a une enquête qui est en cours pour l'élection de 2007, avec des soupçons de financement libyen de campagne électorale. C'est d'ailleurs vous qui l'avez en grande partie révélé. Et l'enquête est en cours, c'est une enquête judiciaire qui est en cours. Puis il y a l'enquête de 2012. Je vous rappelle qu'en 1995, je ne m'occupais pas de campagne électorale. En 2007, je ne m'occupais pas de campagne électorale. Et je ne me suis occupé que des meetings et de l'organisation des meetings en 2012. D'ailleurs, il y a une note qui est signée par des personnes qui sont devenues célèbres, M. Huisson, M. Giacometti, M. Goudard, qui sont eux-mêmes cités dans d'autres affaires, et qui ont fait une note pour dire à la mi-mars que mon rôle se cantonnait à l'organisation matérielle des meetings et que je ne m'occupais pas de l'organisation financière. Donc vous voyez, donc ce qui ne minimise en rien mon rôle, et moi j'assumerai devant la justice ce que j'ai fait, mais je n'assumerai pas ce que je n'ai pas fait. Donc c'est une vaste hypocrisie qui est entretenue par tout le monde, parce que, comme dirait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et on organise volontairement le flou autour de tout ça, avec une absence totale de volonté de réformer ce système. Et les mêmes causes produiront les mêmes effets. La seule chose qui peut différencier cette élection d'une autre, c'est est-ce qu'il y aura une volonté
de regarder la réalité des choses ou est-ce qu'on se contentera, comme ça a déjà été le cas pour d'autres candidats dans le passé, de ce qui est montré. Mais en 2012, quand il s'agit d'organiser ce système de fausse facturation, que se dit l'équipe Est-ce qu'elle se dit la commission de contrôle n'y verra que du feu? De toute façon, elle n'a jamais rien vu. Je ne pense pas tel que je l'ai vécu. Il n'y a pas eu, pour moi, de réunion avant la campagne pour dire voilà comment on va organiser pour truander, truquer et puis sciemment en faire. Non, pour moi, c'est l'histoire d'une dérive. C'est-à-dire qu'on passe de 7, 8, 9 meetings à 44, 45, 46 meetings. D'ailleurs, si vous écoutez un petit peu le bruit de fond de ce qui se passe en ce moment, chaque candidat décide d'accélérer et de dire on va faire un meeting par jour. Certains sont même en train de dire on va faire 50 meetings le même jour avec 50 représentants des candidats. J'espère que tout ceci sera dans les comptes de campagne. Comment on peut croire en 2012 que tout ça ne va pas être repéré par les autorités de contrôle? Est-ce que c'est parce qu'il y a un climat, tout le monde le sait, il y a un climat qui fait déjà, l'important c'est on gagne d'abord et on verra ensuite. C'est ce qui s'est fait. Et puis deux, c'est qu'il y a à la fin une perception du fait que la loi est défaillante. La Commission nationale des comptes de campagne ne vérifie que les financements des partis politiques, c'est-à-dire les dons, les recettes, mais pas les dépenses. Alors, elle les regarde, elle les épluche quand même, les comptes de Constitution. campagne. Ils épluchent les comptes de campagne du candidat. Mais ils n'épluchent pas les dépenses faites par le parti à la même période. Donc, elle ne pouvait pas repérer toutes les factures qui ont été prises en compte par le parti à la place du candidat. C'est pour ça que l'histoire de dire qu'il y a eu des fausses factures pour masquer à la campagne, non, il y a eu des factures minimisées dans le compte. Mais les fausses factures faites à l'intérieur de l'UMP, c'est juste pour des raisons internes, pour éviter que des gens de l'UMP qui auraient repris le parti plus tard, retrouvent ce genre de dépenses. Mais il n'y avait aucune raison d'avoir peur, puisque tout le monde savait que la Commission ne pouvait pas débarquer dans un parti politique pour vérifier. Au siège de l'UMP. Siège de l'UMP, mais ça peut être le cas au Parti Socialiste, ça peut être le cas Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas repéré que les factures qui étaient dans le compte de campagne de Nicolas Sarkozy, pour le coup, sur les meetings, étaient largement minorées, que tout ça a été largement sous-facturé? Est-ce qu'elle est aveugle, impuissante? Et est-ce que cette impuissance est organisée par le législateur? Je pense que son impuissance est concomitante à sa création. C'est-à-dire, elle a été créée pour être impuissante, c'est ça que vous voulez dire? Si vous créez un gendarme et que vous ne lui donnez pas les moyens d'enquêter, vous avez créé un gendarme pour faire plaisir au public. Mais ce sont les mêmes qui sont au pouvoir qui décident de limiter les moyens de l'organisme qui est chargé de contrôler leur accession au pouvoir. Croyez-vous qu'il arrivera à la fin? Est-ce que les leçons de l'affaire Big Malion ou de l'affaire du compte de campagne de Nicolas Sarkozy ont été tirées par le législateur depuis que cette affaire a éclaté en 2014? Je ne le pense pas. Les règles n'ont pas changé. La Commission ne peut toujours pas aller vérifier les comptes des partis. Il est toujours possible de faire des dons privés, ce qui est aussi une des sources, non pas sur les dépenses, mais sur les recettes. Plafonné à 7 500 pour un parti et 4 600 pour une campagne. Voilà. Ça peut paraître raisonnable aux yeux des Français. Déjà, une personne peut donc aller à presque 7 et 4, ça fait 11, presque 12 000 euros. Puisqu'ils font un don au parti et un don au candidat. Vous connaissez beaucoup de citoyens qui ont les moyens de faire un don de 12 000 euros, comme ça, et vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui ont les moyens de faire un don de 12 000 euros qui vont le faire de manière totalement désintéressée? En tout cas, ce plafond, la Commission le contrôle au moins. Mais vous dites, aujourd'hui, elle n'a toujours pas les moyens de vérifier que François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron vont respecter le plafond. Elle le contrôle sans vraiment le contrôler, puisque vous pouvez faire un don au candidat, faire un don à un parti et faire un don à un micro-parti. C'est-à-dire une sorte de coquille vide qui n'a aucune espèce d'activité politique et qui est une machine à recevoir des dons et en plus à les faire défiscaliser. C'est-à-dire que vous avez les moyens de faire un don de 11 000 euros en tout, et puis c'est le contribuable qui, lui, n'a pas les moyens d'en faire, qui va payer vos 66% de déduction fiscale. C'est extraordinaire comme mode de fonctionnement.
Alors, vous disiez tout à l'heure, vous avez du mal à penser que les candidats, par le passé, ont respecté le plafond de dépenses. Donc, c'est vrai qu'en 95, on sait, la question, c'est pas de savoir ce que je pense ou pas. Que Balladur c'est qu'il y a des et Jacques enquêtes Chirac qui sont en cours. ont explosé le plafond. À l'époque, le Conseil constitutionnel l'avait couvert. Il y a une autre campagne électorale, celle de Sarkozy en 2007, sur laquelle vous avez été entendu par les enquêteurs qui sont chargés d'enquêter sur l'affaire libyenne. Puisque vous aviez raconté... En qualité de simple témoin, je ne suis pas du tout mis en cause. En simple témoin, cette fois, bien sûr. Vous n'aviez pas de rôle clé à l'époque. Ça ne sert à rien, mais ça me fait plaisir de le préciser quand même. Bien sûr. Et vous avez été entendu parce que vous avez déclaré dans Mediapart et au Monde que en 2007, vous aviez eu quelques confidences du personnel... Non. Racontez-nous. En 2012. Après l'élection présidentielle... où moi j'embrayais pour la campagne des législatives après, en tant que directeur de cabinet du président du parti. Oui. J'ai eu des membres du personnel. De l'UMP. De l'UMP, pas des hauts cadres, une délégation qui est venue me voir, de 3 ou 4 personnes, pour me dire, mais on n'a pas de primes. Moi j'ai dit, mais des primes de quoi? La tradition, me disent-ils, c'est qu'après une présidentielle, comme on a tous travaillé... Sans forcément que des contrats de travail soient dans les comptes de campagne, on a le droit à une prime. Je dis, mais nos comptes sont à sec. Le parti est déjà exempt. Comment voulez-vous qu'on vous verse une prime? Et là, on me dit, mais non, mais pas une prime en liquide. Du cash. Et là, je dis, mais du liquide, je n'en ai pas. Et je n'en ai pas vu passer en 2012. Parce que la différence entre l'enquête de 2012 et l'enquête de 2007, celle de 2007, c'est sur des versements en liquide, qui ont pris en compte visiblement des dépenses, voire des enrichissements de certains. J'ai lu vos papiers sur les distributions de sacs de voyage dans les palais de la République. Sur les déclarations de Ziad Takedine, qui a déclaré à Mediapart qu'il avait ramené je n'en sais rien, j'ai pas assisté, des millions d'euros. Je me fonde sur ce que vous avez écrit. En 2012, tout correspond à des dépenses réelles et payé par de l'argent officiel, même si ce n'était pas autorisé de le faire comme ça. Il n'y a pas de soupçon liquide. Je dis, mais nous, on n'a pas de liquide. Et là, je vois dans le regard, en disant, ils ont dû se garder le liquide s'ils ne veulent pas nous le donner. Parce que c'est tellement inscrit dans les mœurs, il y a toujours eu. Donc ça veut dire qu'en tout cas, ils ont eu du liquide... Je n'ai pas de coffre-fort dans mon bureau, je n'ai pas de liquide, venez. Il y a eu du liquide distribué en 2007 à l'UMP, c'est ça que c'est ce que j'en ai déduit. Vous voulez dire. Donc j'ai dit, moi, il n'y en a pas. Et puis après, j'en ai plus entendu parler. Mais je suppose que certains m'ont soupçonné, moi, d'avoir eu du liquide et de le garder pour moi. C'est hallucinant. Et donc, quand on est dans un milieu où tous les repères, vous perdez tous les repères de bon sens. Et donc les policiers qui vous ont interrogé soupçonnent quoi? Soupçonnent que le cash d'origine libyenne est servi à payer une partie des salaires de la campagne du personnel de Nicolas Sarkozy en 2007, c'est ça le sens des questions? Je ne sais pas si vous avez été déjà interrogé par des policiers, ça viendra peut-être un jour. C'est le cas. Ça dépendra du régime qui pourrait s'instaurer dans les semaines qui viennent dans ce pays. Je disais ça avec un sourire, mais j'espère que non. Eux ne vous disent pas pourquoi ils vous interrogent, ils vous posent des questions. D'accord. Donc ils ne me font pas part de ce qui les amène à se poser des questions. Et j'arrive à comprendre que dans cette enquête, en tant que spectateur, ils cherchent la source de l'argent liquide. On parle de la Libye. Je pense qu'ils cherchent, s'il y a une source d'argent liquide, à quoi ça a pu servir. Bien sûr. Donc c'était illustratif. Mais encore une fois, les gens qui m'en ont parlé ne sont pas des voyous, ne sont pas des voleurs, ce sont des gens qui travaillent, qui gagnent entre 1 et 1,5, 2 fois le SMIC. Alors, venons-en à la campagne actuelle, puisque j'imagine que vous regardez ou vous allez dans les meetings. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne vais pas dans les meetings. Vous n'y allez pas? Jamais. Écoutez, un je ne sais quoi empêche certains de m'y inviter régulièrement, mais... Avec une fausse barbe, etc. Non. Bon. Est-ce qu'on assiste à une campagne low cost qui pourrait laisser penser que cette fois, les candidats vont respecter tous le plafond fixé à 22,5 millions de dépenses pour le second tour et 16,5 millions pour le premier tour? Ou est-ce que vous craignez qu'une fois de plus, après 95,
peut-être après 2007, en tout cas après 2012, certains candidats ne respectent pas les règles fixées. Moi, je ne suis pas accusateur public. J'ai rien de matériel, j'ai un sentiment. Et quel est votre Vous me sentiment? dites une campagne low cost, vous trouvez qu'elle est low cost, la campagne? Je vous demande. Il y a des promotions sur Bercy en ce moment? Il y a des promotions sur les Zéniths en ce moment? Sur le Trocadéro, la porte de Versailles? Il y a des promotions sur les écrans géants qui sont mis au Trocadéro? Il y a des promotions sur les drapeaux qui sont distribués à foison? Soit bleu ou bleu, blanc, rouge. Vous pensez que vous faites venir 15 000, 20 000 personnes comme ça par un claquement de doigts, que les gens disent « Ah bah oui, j'habite à l'autre bout de la France, j'ai rien à faire, je vais venir pour un meeting ». Mais vous dites quoi? Que c'est impossible de faire une campagne à 22 millions? Je pense qu'il faudrait l'hypocrisie. Relever le plafond? Mais si, soit on reste dans l'hypocrisie, puis on tranche ça de manière, on en prend quasiment un au hasard, on lui fait la peau, et puis on ne regarde pas les autres. Et on continuera comme ça. Alors, vous, ça vous fera de la matière pendant des années. Hein. Vous pourrez aller défendre le système économique de Mediapart pendant des années aux États-Unis pour montrer comment ça fonctionne bien. C'est très bien pour vous. Est-ce que c'est démocratiquement souhaitable? Cette hypocrisie de dire, si j'arrondis les chiffres, à l'heure actuelle, le plafond il est autour de 22 millions d'euros. Les députés le baissent de 1 ou 1,5% à chaque approche d'élection présidentielle, ce qui est d'une hypocrisie totale, pour 47 millions d'électeurs inscrits cette fois-ci. Si vous faites un calcul rapide, ça vous fait un candidat qui va au second tour, il peut, pendant un an de campagne électorale, dépenser 45 centimes d'euros par électeur inscrit. Oui. Aux États-Unis, qui ne sont pas mon modèle, ils ont dépensé à deux 3 milliards d'euros pour faire la campagne. 3 milliards de dollars, pardon, mais le dollar, il doit être à 1,04 ou 1,06, on peut arrondir. Je vous fais une cote mal taillée, ça fait 1,5 milliard pour chacun des deux candidats. 200 millions d'électeurs inscrits aux États-Unis. 304 millions d'habitants, 200 millions d'électeurs. Ils dépensent donc, eux, 7,5 $ par électeur inscrit. Donc vous dites qu'il faut relever le plafond. 45 centimes d'euros, ça ne permet pas à un candidat d'imprimer une lettre, de la mettre sous enveloppe et de la poster en utilisant le fichier des électeurs inscrits dans son pays. En un an. C'est hypocrite. C'est hypocrite. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Mais je pense qu'il faut à la fois agir sur les recettes, pour éviter 2007, etc., et sur les dépenses. Les dépenses, il faut augmenter largement le plafond. Je pense qu'arriver à un plafond pour les deux candidats de 42 millions d'euros, c'est-à-dire rajouter 20 millions d'euros... C'est-à-dire les dépenses réelles de Nicolas Sarkozy en 2012, à peu près. À peu près. Je rappelle que... Celles que les juges ont trouvées. Toutes les dépenses, tout ce que les juges ont trouvé comme dépenses, correspondent à des dépenses réellement effectuées. Oui. La fable de dire qu'il y avait eu un trésor de guerre... des dépenses surestimées pour que des gens se mettent de l'argent, le juge tord le cou, noir sur blanc, dans l'ordonnance de renvoi que j'imagine vous avez pu consulter. Les fables du magazine Le Point pour dire que est-ce que Copé a volé l'argent de Sarkozy, tout ça, comme dirait Jacques Chirac, ça fait pchit. Donc arrêtons cette hypocrisie. La France est capable de dépenser pour l'élection présidentielle. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport parlementaire qui a fait l'objet d'une proposition de loi, d'un projet de loi, enfin d'amendement à une loi qui a été rejetée par les députés, qui était de dire nous consacrons chaque élection présidentielle 170 millions d'euros, 170 millions d'euros pour la propagande officielle, qui est digne du XXe siècle. Pour l'impression des affiches devant les bureaux. Non, etc. 170 millions d'euros, ça ne concerne que les petits fascicules A4, quadrichromie, papier recyclé, tout ce que vous voulez, recto verso, par candidat, envoyé dans une vieille enveloppe en papier Kraft, mise affranchie, payée à la poste, et envoyé en général 24 ou 48 heures avant le premier tour de l'élection, et pour le second tour, si tout va bien, vous la recevez. Ça coûte 170 millions d'euros. Le gouvernement actuel avait dit, écoutez, à l'heure d'Internet,
Celui qui ne sait pas qu'il y a une élection présidentielle, ça va. Et si vous avez besoin de ce papier-là pour vous faire votre avis en comparant les 11 déclarations, c'est ridicule. Eux, ils pensaient dire, économisons ça, envoyons par Internet, et puis chacun trouvera. Déjà, il y a les messages officiels. Il y a eu un lobbying des imprimeurs, etc. Oui, d'accord. Pourquoi il y a un lobbying des imprimeurs? Mais ça, c'est la question du coût. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent, c'est ça que vous voulez dire? Parce qu'eux gagnent beaucoup d'argent sur les élections. Oui. Est-ce que c'est le principe de l'élection, de faire gagner beaucoup d'argent? On est d'accord. Mais qu'est-ce que vous proposez? Moi, je propose qu'on augmente. Il y a un meilleur contrôle. On économise sur cet argent-là. Des dépenses réelles des candidats. Et on augmente les plafonds pour les candidats du premier tour comme pour les candidats du second tour. Et donc, on rembourse plus de dépenses aux candidats. Oui. Vous voulez que l'État dépense plus? Oui, mais il dépensera moins puisqu'on ne claque plus 170 millions d'euros pour rien, pour faire du papier recyclé pour la fois d'après. Ouais. D'accord? Je vous suis. On le diminue de là-dessus. En contrepartie, on interdit tout financement de campagne électorale présidentielle par des dons. De personnes privées. Oui, puisque l'État rembourse les 100% du plafond et non pas 50% comme à l'heure actuelle. Ça évite que des partis politiques aillent faire des ronds de jambes devant des apprentis dictateurs étrangers pour obtenir des prêts. Là, vous parlez du Front National, de Marine Le Pen? Je parle de rien, mais spontanément, c'est ce qui vous vient à l'idée. Ça évite de se retrouver au premier rang de meeting avec des actuels, anciens chefs d'entreprises, de très grosses entreprises. Donc là, vous parlez de François Fillon, d'Emmanuel Macron? Moi, je parle de rien, mais c'est l'idée qui vous vient spontanément en tête. Ça évite toutes ces dérives. Consacrons de l'argent pour le faire, et les candidats seront à égalité. D'accord, donc c'est l'État qui prend à sa charge l'ensemble des dépenses de campagne. Mais pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche dans les dépenses, il faut que chaque candidat envoie à la commission des comptes de campagne, qui le publie immédiatement et qui le vérifiera après, mais qui publie immédiatement à J+2, parce que sur le jour même, ce n'est pas possible, les dépenses qui sont faites par chaque candidat. Vous faites un zénith. Une transparence mais vous faites en temps réel sur les dépenses des candidats. Vous faites un zénith à Montpellier, vous avez affrété 200 bus payé par votre compte de campagne, puisque maintenant vous avez de l'argent pour le faire, non plus par le parti, puisque j'interdis le financement des partis pour les campagnes électorales. S'ils financent, il faut qu'il y ait une facturation en contrepartie. Mais vous publiez. Comme ça, chacun sait qu'on a dépensé tant pour le zénith. Puis on va se rendre compte, dites donc, ils annoncent 10 000 pour un zénith dont la location coûte 80 000 euros. Il y a un schmilblick. Et ça évite, dans les 2 mois que l'on a après la fin de la présidentielle à l'heure actuelle pour faire les comptes de campagne, de dire, mais écoutez, on a 2,5 litres d'eau à faire rentrer dans une bouteille d'1 litre. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas en mettre trop autour? On éponge. À vous écouter... Tandis que là, on saura, 2 jours après la fin de la campagne, ce qui a été dépensé. Et ce qui n'est pas inscrit dedans, c'est que des gens ont voulu tricher. Et paf. Et paf. Et comment vous expliquez que depuis 2014, le législateur, c'est-à-dire les différents groupes au Parlement, n'ait pas pris la mesure des enjeux et n'ait pas suffisamment réformé ce système? Parce que visiblement, tout le monde personne n'y a à y intérêt. perdre, c'est ça? Personne n'y a intérêt, sauf à mon avis, le citoyen et le contribuable. Mais vous sous-entendez donc que François Hollande, en 2012, aurait déposé un compte, lui aussi, fictif ou ripolliné ou complètement bidonné? Dire ça, ce serait de la diffamation, puisque son compte a été validé par la Commission et par l'instance suprême, qui est le Conseil constitutionnel. Moi, je ne suis pas un grand intellectuel, je n'ai pas fait ni l'ENA ni Sciences Po. Je regarde juste qu'1 an et demi après la présidentielle sont parus les comptes du Parti socialiste. Oui. Parti socialiste. Alors que les comptes de campagne étaient déjà bouclés. Et que vous avez plusieurs millions d'euros de masse salariale qui figurent dans ces comptes. Qui peut croire à l'heure actuelle qu'un salarié, avec une masse salariale dans les comptes de campagne, qui eux sont proches de l'anecdote, qui de bonne foi peut croire... On peut travailler bénévolement pour la campagne de Hollande. Pour 1 an dans un parti politique, par hasard, en même temps qu'une élection présidentielle, n'a pas contribué à essayer de faire élire son candidat. Ils ont fait quoi? Du pâte à sel, macramé, collier de nouilles? Ils ont fait quoi? Et ça n'est pas dans les comptes de campagne. Donc ça veut dire que le parti qui a les moyens
de mettre de l'argent en personnel et qu'il ne le met pas dans les comptes de campagne, il y a une distorsion de concurrence, comme dirait l'autre, vis-à-vis du candidat qui n'a pas de parti, par exemple. Mais alors, le législateur n'est pas non plus resté sans rien faire. Il y a quelques réformes, quelques retouches techniques quand même. La commission de contrôle, aujourd'hui, peut avoir recours à un expert extérieur pour évaluer le coût réel de telle prestation, tel meeting, etc. En mars, là, le législateur vient de voter la transparence sur les emprunts des partis politiques et des candidats. Tout ça, c'est quoi? C'est de la poudre aux yeux? C'est faire croire aux Français qu'on essaye de tirer les leçons sans le faire? Je ne vois pas du tout en quoi ça assainit les choses. Vous souscrivez un emprunt pour faire une campagne électorale. Soit vous ne vous plaisez pas aux banquiers, vous n'avez pas d'emprunt, ce qui n'est pas normal. Soit vous vous plaisez tellement aux banquiers que vous avez un emprunt tout de suite. Que ce soit pour une banque française ou une banque étrangère. Vous trouvez normal que quelqu'un qui aspire à être élu président de la République française se mette dans les mains d'une banque française, à la rigueur on pourrait dire OK, étrangère, même si vous le savez, ça passe dans le bruit ambiant. Est-ce que ça ne va pas influer votre politique étrangère? Je pense que je vais vous envoyer mes boys pour vous réfréner vos tentatives d'élargissement de votre sphère d'influence. Oui, mais attendez, vous nous devez un peu quelques millions d'euros. Ah mince, oui, j'avais oublié. Bon, plus tard, les boys. Mais alors là, à vous écouter, on se demande si vous allez voter aux élections présidentielles, si aucun candidat ne peut faire une campagne absolument propre. Je garde au fond de moi un peu de la naïveté du militant que j'étais quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc j'irai voter. Vous irez voter. Il faut un président de la République. Alors j'ai vu que vous aviez parrainé au moment de la primaire Michel Alliot-Marie. Oui. D'accord. La loi me donne, en tant que député européen, la possibilité de parrainer. J'ai exercé ce pouvoir. D'accord, donc elle n'est pas candidate. Je l'ai donné par fidélité militante à Michel Alliot-Marie, qui n'en a pas eu suffisamment. Mais voilà, ça me semblait... Et comme je ne me voyais pas le donner à François Fillon, pour tout vous dire. D'accord, donc vous ne voterez pas François Fillon? Non. Pas parce que je ne l'aime pas, ce qui pourrait être un motif suffisant, remarquez. Parce que quand j'examine, nous sommes à combien? 12 jours, 13 jours du premier tour 11 jours, oui. De cette élection présidentielle. Je pense qu'il faut au moins que les Français, qu'on soit sûr que les Français aient le choix, aient la possibilité de choisir. Oui. Et je pense face au risque d'avoir au second tour au moins un des tenants de ce que j'appelle les extrême gauche ou extrême droite, il faut qu'il y ait un représentant d'une ligne qui soit plus tempérée, modérée et qui ne mène pas notre pays à une catastrophe immédiate. Donc autrement dit, voterez... le mieux placé pour éviter ce scénario-là, à l'heure actuelle, c'est Emmanuel Macron. Je ne rallie pas Emmanuel Macron, je ne ferai pas partie du comité de soutien d'Emmanuel Macron, je ne lui ai rien demandé. Et d'ailleurs, je vais voter pour un type qui promet qu'on ne puisse pas être candidat même si on est mis en examen. Donc vous vous rendez compte, c'est vraiment de l'altruisme en ce qui me concerne. Mais je pense qu'il est nécessaire que les Français puissent avoir un choix, et c'est le choix le plus raisonnable et le plus proche de mes convictions. Voilà. Dernière question, on entend beaucoup de bruit en ce moment sur le fait que les soutiens de Nicolas Sarkozy réclament son retour en cas de défaite de François Fillon à la présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la campagne de 2012, le trucage de son compte de campagne ne disqualifie pas à tout jamais pour participer à la vie politique française? Est-ce qu'une affaire disqualifie dans les faits? Je m'en fous de ce que vous en pensez, de ce que j'en pense. Ce qui est important, c'est ce qu'en pensent les électeurs. Est-ce que ça disqualifie définitivement? Là, je rappelle qu'il est renvoyé les affaires en cours ne disqualifient pas un certain nombre de personnes de dire qu'ils vont voter pour cette personne.
parle des affaires sur François Fillon, qui, je le rappelle, par rapport à tout ce dont on a parlé, n'est pas soupçonné par son action d'avoir contribué au financement d'une campagne ou des activités d'un parti politique, qui dans l'absolu pourrait... Il est soupçonné d'avoir obtenu un avantage personnel du fait de sa fonction. Oui. Ce qui fait une différence entre lui et moi, d'ailleurs, en dehors du fait que je ne suis pas candidat à la présidentielle. Pour avoir un petit peu ça en tête. Vous qui connaissez, qui avez été un acteur central en 2012 de la campagne, est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez Nicolas Sarkozy quand il continue de dire qu'il n'a jamais été informé de l'explosion de son compte de campagne et que... Chacun a son propre système de défense. Je n'en sais strictement rien parce que je ne lui en ai jamais parlé. Je constate jusqu'à la lecture du dossier d'enquête, il y a son directeur de campagne, qui était donc au-dessus de moi, qui avait accès à lui quotidiennement, qui dit l'en avoir informé. Que les 2 experts comptables ont fourni à plusieurs reprises des notes, dont une, ils disent l'avoir transmise directement à Nicolas Sarkozy. Les 2 experts comptables disant par ailleurs, dans un autre paragraphe de leur déposition, qu'ils ne m'ont, moi, jamais rencontré à aucune réunion sur les finances. Je n'y ai jamais participé, donc je ne peux pas parler à leur place. Je vois ce que je lis. Après, ce sera au juge de déterminer. Après, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais franchement, quand on décide de passer de 7-8 meetings jusqu'à transmettre par le biais du directeur de campagne, puisqu'il a envoyé un mail à moi, enfin moi en copie, Éric Césari, le directeur général de l'UMP, en original, pour lui dire « j'ai vu le président ». D'ailleurs, c'est un des problèmes, c'est qu'on parle du président alors qu'on aurait dû parler du candidat. Ce qui, en termes de respect de la parole, de l'autorité, c'est dans certaines têtes fragiles, ça peut être compliqué. Il dit le président veut faire un meeting par jour. Comme François Fillon en ce moment. Ah oui? Mêmes causes produiront les mêmes effets. Ça n'existe pas un meeting cheap. Merci Jérôme Lavrieux.